Il nous manque le chef. Je vais chercher le chef. Ok, ok. Donc je vais faire un petit mot d'introduction pour vous présenter qui on est et l'idée de ce soir. Moi, je fais partie d'un trio d'artistes qui s'appelle Obvious. On fait de l'art avec des algorithmes d'intelligence artificielle. On fait ça depuis 2017. L'idée, c'est toujours de montrer comment est-ce que ces algorithmes peuvent nous permettre d'augmenter notre créativité et d'essayer d'explorer les différentes manières de travailler avec ces algorithmes de manière créative. On est avant tout des plasticiens, donc on fait des toiles, des sculptures, on est représenté en galerie, mais on aime. Je vous en prie, il n'y a pas de problème. Mais on fait aussi partie d'une vision qui est qu'il ne faut pas qu'on reste juste dans notre domaine de l'art et de l'intelligence artificielle, mais qu'il faut aller toucher d'autres univers. Et c'est un peu dans cette idée-là qu'on a discuté avec Arnaud. Arnaud, c'est la personne qui nous accueille ce soir et qui a créé cette entité du théâtre de l'IA. L'idée, ouais, il y a un peu d'applaudissements, exactement. Voilà. Je ne veux pas parler pour Arnaud, mais je vais le faire quand même. Non, en gros, le théâtre de l'IA, l'idée, c'est de, créer un écosystème autour de créateurs et de personnes qui travaillent dans l'intelligence artificielle pour créer des synergies. On est très heureux de travailler avec eux et de travailler dans les bureaux qui sont au-dessus. C'est un cadre super qui nous permet, vous voyez, d'utiliser cet endroit, de faire des événements, de parler d'intelligence artificielle. Donc, on est ravis d'être là et on les remercie encore. Pour revenir un peu à la genèse de cet événement, l'idée c'est que la vision qu'on a chez Obvious, c'est qu'on est fan d'art et de science. Les algorithmes, c'est de la science et nous, on est des artistes. Et donc, c'est toujours ce lien entre art et science qu'on essaie de développer et de souligner. Et en fait, pour pousser cette démarche-là, il y a quelques années, on a créé un laboratoire de recherche avec Mathieu Corde, qui est ici présent. Ce laboratoire de recherche, il a la volonté de faire de la recherche scientifique dans l'intelligence artificielle pour être capable d'inventer les algorithmes de demain. Donc, c'est, pour faire une métaphore, c'est un peu comme si on était des photographes et que notre caméra d'appareil photo, notre objectif n'était pas suffisant et qu'on en inventait des nouveaux. Et donc, dans cette logique-là, on a créé un laboratoire académique avec la Sorbonne. Et c'est dans cette logique-là qu'on fait ces conférences d'art et sciences pour essayer de faire des ponts entre la recherche académique et les domaines créatifs. Et ça nous amène à cet événement autour de la gastronomie. La gastronomie, pourquoi ? Parce qu'en gros, c'est un truc qui nous fait kiffer. Et comme on est artiste, on a décidé de se faire kiffer et de faire des événements autour de trucs qui nous amusent et de ne pas rester tout le temps dans notre ligne d'eau. Et donc, en gros, l'idée, c'était de se dire qu'est-ce que nous, notre vision créative, pourrait apporter à la création avec intelligence artificielle et la gastronomie. Et donc sur notre parcours, on a rencontré 3 personnes qui vont vous parler ce soir. Et donc en introduction, on va commencer par Mathieu. Mathieu, qui est chercheur en intelligence artificielle et qui se présentera plus longuement, mais qui a fait ce qu'on appelle de la gastronomie computationnelle. C'est un petit peu l'expérience que vous avez pu voir avant, l'expérience que dont il va vous parler, c'est comment est-ce que les algorithmes de recherche peuvent nous aider à faire des nouvelles choses. Et il va vous parler de ses recherches parce qu'il l'a fait en 2013. Et en 2013, l'intelligence artificielle n'était pas là où elle était aujourd'hui. Et donc, il va nous faire un petit débrief et nous raconter les différentes anecdotes qu'il a eues sur ce chemin. Puis dans notre exploration autour de la gastronomie, on a rencontré Raphaël. Raphaël, chercheur en chimiste, et très connu dans le domaine de la cuisine moléculaire. Et donc, Raphaël aussi a un laboratoire de recherche. Et donc, on a tout de suite senti une vraie connexion. On a beaucoup parlé de food pairing et de comment est-ce que l'IA peut nous aider à créer des modèles d'association d'aliments et comment est-ce qu'on peut aller au bout de la démarche. Et on a fait une exposition avec Raphaël il y a quelques années dont on va vous parler aujourd'hui. Et donc, encore merci Raphaël d'être là. Et puis finalement, le chef, Matane, qu'on a rencontré il y a 4 ans grâce à Clément qui est dans la salle, parce qu'en fait on voulait faire cette expérience de gastronomie augmentée et en fait il faut trouver un chef assez fou pour qui n'ait pas peur d'être remplacé, qui comprenne l'idée derrière et qui comprenne une sorte de volonté de créer des choses nouvelles. Et donc Matane a été assez fou pour ça, et donc on a travaillé avec lui ce soir sur le cocktail, mais au préalable dans un dîner gastronomique qu'on a fait il y a 4-5 ans au sortir du Covid. Et donc on s'est dit qu'aujourd'hui cet événement c'était un bon moyen pour relancer cette collaboration, refaire cette démonstration que IA c'est pas supprimer les humains mais c'est faire des choses nouvelles. Et donc on espère que ça va
et puis on interviendra à l'occasion. Voilà, let's go, c'est parti, Mathieu, seul en piste. Ok, super, merci. Moi, je travaille donc à la Sorbonne, je suis professeur en intelligence artificielle. Ma spécialité, c'est plutôt la vision, on va dire. Ouais, tu veux avancer? Ouais, vas-y, avance. Voilà. Donc, vision artificielle. Bon, là, maintenant, l'intelligence artificielle, ça dit quelque chose à tout le monde, au moins. Après, avant, ça disait rien à personne. Donc, on précisait typiquement qu'on était spécialiste, par exemple, de vision, ce qui est mon cas, c'est-à-dire de comment on apprend aux ordinateurs à analyser une image, à mettre donc typiquement des mots sur une image, à mettre du sens, à mettre des mots, à décrire, à éventuellement pouvoir faire une phrase, une légende qui commente une image. Donc ça, c'est relativement récent. Voilà. Et donc dans ce cadre-là, la sémantique de l'image, tout ça, d'un côté, et puis par ailleurs, cuisinier amateur, mais qui adore la bouffe, il y a un moment où je me suis dit, tiens, pourquoi finalement faire que des algorithmes d'un côté, de la science, et puis est-ce que je pourrais pas faire un pont, un lien, travailler sur des applications autour de la cuisine. Voilà. Donc quand j'ai commencé à regarder ça, alors juste historiquement, c'est vrai, bon, c'était plutôt dans les années 2010, mais même finalement avant, quand j'ai commencé à regarder en fait qu'est-ce qui existait en termes de, on va dire, computation, donc bref, sciences numériques et recettes de cuisine, il y a eu un truc qui s'est produit dans les années 2000 en fait, avec l'avènement d'Internet, en fait, où les gens ont, et c'était un moment génial, commencé à mettre leurs recettes sur des sites, à partager, à commenter, et donc ça s'est structuré autour de quelques sites. Le plus emblématique, c'est Marmiton, voilà. Mais il faut savoir que voilà, avant les années 2000, Marmiton, ça n'existait pas. Donc, il y avait pas on ne pouvait pas comme ça trouver une recette, discuter, déposer une recette, commenter. Enfin, voilà, c'était quand même un truc nouveau et qui a galéré, il faut bien le dire, pendant 7-8 ans avant d'être finalement racheté par un site qui, maintenant, après, enfin, a été opérant. Je crois que c'était au féminin ou je ne sais pas quoi. Mais bon, donc il y a eu 10 ans en fait de tests, de galères, et nous, on commençait à réfléchir effectivement sur notre application. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, typiquement, on était très critique de Marmiton, quoi. Vraiment, Marmiton, c'était des recettes quand même toujours complètement nulles et tout ça. Et on s'est dit, tiens, on voudrait faire le Marmiton de la gastronomie, c'est-à-dire être capable, quand on tape une recette ou qu'on cherche une recette, d'avoir en gros pas 48 recettes différentes du même truc où on ne sait pas laquelle est mieux ou quoi, mais une recette, on va dire simple, facile à faire, etc. Une deuxième, un peu plus avec des tricks élaborés, machin, et éventuellement une troisième avec deux gastronomes, donc éventuellement fait avec des chefs. Enfin voilà, donc il y avait un peu cette idée, ce brainstorm à ce moment-là. Bon. Et puis finalement, donc ça a débouché sur un projet de recherche, c'est marrant comme celui qu'on a aujourd'hui, qui donc a cherché à dire vraiment à répondre à deux questions, typiquement autour de la cuisine. C'était un objectif un peu générique qu'on avait. C'était comment on fait pour remettre l'ambition, c'était remettre un peu les gens à la cuisine. Voilà, remettre les gens dans la cuisine, les gens à cuisiner, etc. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on peut faire des choses qui permettent d'aller dans ce sens-là? Et donc, les deux trucs qu'on avait, quand on demandait à nos étudiants, quand on demandait autour de nous, de pourquoi ils ne cuisinent pas, c'était vraiment, je ne sais pas quoi faire. Voilà. Ça, c'était le premier truc. Et le deuxième, éventuellement, après, c'est je ne sais pas faire. Voilà. Donc, c'était un peu les deux idées. Et donc, du coup, le projet qu'on a développé, qui s'appelait Vizir, on peut... Tu veux mettre Ouais, peut-être juste. Donc, il y a un site, Vous pourrez le tester tout à l'heure, en fait. Donc, vraiment, le principe, c'est vous prenez une photo du plat de midi. Donc, en plus, alors là, les années 2010, c'était vraiment le porn food. Alors, donc, les années 2000, c'est plutôt Internet. On développe on partage. Et après, c'est les réseaux sociaux qui arrivent. C'est le début. On avait même pensé à l'appeler FaceCook au début. À l'époque, ça aurait été bankable, aujourd'hui, plus du tout. Mais voilà, donc on l'a appelé Vizir. Un site, on peut, à partir de son iPhone, on prend une photo de ce qu'on est en train de manger. Et l'idée, c'est qu'on va retrouver une ou des recettes. Donc voilà, il y a un exemple, input image. Et on va trouver la recette, normalement l'image qui est la plus proche et la recette associée. Donc si après on clique sur le... Donc là, il ne faut pas le faire, parce qu'en fait, malheureusement, la start-up avec qui on a travaillé là-dessus, en fait, elle a périclité depuis. Mais on cliquait dessus et donc ça
basculer sur la recette. Voilà, sur la recette proposée par le site. Donc, bon, on peut comme ça se promener. Alors, il y avait cette façon de faire. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a de la science quand même, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a une image. Et à partir de cette image, il faut aller plonger, donc transformer ce signal bidimensionnel dans un espace mathématique suffisamment abstrait dans lequel on va pouvoir aussi plonger des recettes de cuisine. Donc du texte, voilà, écrit avec éventuellement un peu structuré, avec un titre, des ingrédients et puis une description de la recette. Et cette chose-là, elle est aussi, alors maintenant on en parle plus facilement avec les LLM et tout ça, mais à l'époque déjà, voilà, il fallait trouver un moyen de transformer tout ce texte, etc., dans un pareil, et de le plonger dans cet espace un peu abstrait, sémantique, et évidemment, la bonne image avec la bonne recette sont deux choses qui devaient être très proches dans cet espace-là. Et évidemment, si c'est une image avec une recette qui ne correspond pas, il faut qu'elle soit loin. Donc on faisait déjà du machine learning, c'est-à-dire de l'apprentissage à partir de grandes bases pour faire tout ça et pouvoir déboucher ensuite sur ce type d'application qu'on utilisait. Voilà. Donc voilà un peu ce parcours-là qui était donc plutôt effectivement les années 2015, on va dire, enfin jusqu'aux années 2015. Bon, ça a été jusqu'en 2020. On peut dire qu'aujourd'hui, évidemment, rapprocher des images et du texte, ça fait beaucoup plus de sens, y compris même dans les applications. Les derniers modèles qui étaient uniquement, il y a 2 ans, des modèles de langage, commencent maintenant à mélanger le langage et l'image. Vous pouvez maintenant effectivement prendre une photo, poser une question dessus. Et c'est à l'origine de plein de travaux de recherche qu'on a fait dans les années 2010-2020 autour de ce sujet. Voilà. Exactement, et c'est là qu'on reprend, où justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le travail de Mathieu, il est vraiment donc, à l'aube de ce qu'on connaît comme l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, par ailleurs, moi je suis Hugo, je suis un des 3 du trio Obvious aussi, et qui donc, dirige le labo de recherche avec Mathieu. Et donc en fait l'idée c'est que vraiment en 2010-2012 il y a une grande innovation qui a permis beaucoup de choses possibles à l'époque dans l'IA, mais qui est un peu passée sous le radar du grand public parce que les algorithmes marchaient pas de ouf au début. Quand même globalement, quand on peut le voir, on arrive à faire des proof of concept, on arrive à générer quelques images. Là vous pouvez voir par exemple c'est les qualités des images qu'on pouvait faire en 2018-2019. Pas assez abstrait, il y a un certain flou, nous ça nous intéresse beaucoup en tant qu'artistes, mais bon, c'est pas vraiment utilisable directement comme produit. Et en fait, voilà, la grande différence qui a eu lieu depuis à peu près 2017, enfin les balbutiements en 2017 avec l'invention de nouveaux algorithmes qui ont permis beaucoup de progrès, et plus après entre 2020 et 2022 avec l'apparition des chatbots avec lesquels vous êtes très familier aujourd'hui, et en fait il y a eu vraiment un progrès fulgurant qui a permis de rendre du proof of concept à des choses réellement applicables aujourd'hui. Donc en fait maintenant il y a vraiment des use cases, donc améliorer la créativité, je sais pas quoi faire, l'efficacité, je sais pas faire, etc. Même la cuisine au quotidien, c'est un des gros sujets. Et maintenant en fait on est passé de quelque chose où il y a des exemples où ça marche plus ou moins à quelque chose où maintenant on a une prolifération de différentes méthodes où on pourrait utiliser de l'IA pour avoir un coach nutritif, un coach personnel de recettes, et ça rend le truc assez facile. Justement, donc du coup, dans cette vibe-là, par exemple, là, on peut faire une petite démo rapide, juste pour vous montrer rapidement le type de trucs qui sont possibles. Typiquement, là, assez récemment, donc vous avez peut-être l'habitude d'utiliser ChatGPT sur votre ordinateur, peut-être de lui donner une image, etc. Mais en fait, au fur et à mesure, on peut même maintenant avoir des modèles qui peuvent streamer qui peuvent simplement voir en temps réel des choses. Donc, par exemple, Google, c'est ce qu'ils font dans leur nouvelle application Gemini, où en fait, on peut autoriser donc la voix et là. Et en fait, par exemple, je vais dire voilà, là, je suis face à mon frigo. Je viens de rentrer du travail. Et est-ce que tu pourrais me proposer des recettes avec les ingrédients qui sont dans mon frigo? Je peux t'aider avec K. Il y a un jambon, des fraises, une laitue, une courgette et plusieurs autres ingrédients. Aimerais-tu que je te propose des recettes qui incluent un OU plusieurs de ces ingrédients? Ouais, vas-y, si tu peux me proposer 1 ou 2 recettes, je suis chaud. D'accord. Je peux te proposer une salade de fraises et de jambon avec une vinaigrette légère à base de jus de citron et d'herbes fraîches. Ok, pas mal, mais est-ce que tu peux me proposer quelque chose d'un peu plus gastronomique? Bien sûr. Puisque tu cherches quelque chose de plus gastronomique, que dirais-tu d'un melon farci au jambon et aux fraises avec une touche de vinaigre balsamique? Et donc c'est là aussi qu'on voit quand même les limites. Donc en gros, l'idée c'est que justement, je sais pas où tu as trouvé ton frigo, mais putain. C'est un frigo sur Google.
qui traîne. Mais c'est exactement. Et donc c'est là où ça fait un peu le lien justement avec la chose, c'est que même si on a des algorithmes qui sont très puissants, etc., bah voilà, en fait, au-delà de l'exemple, c'est quand même dur d'avoir quelque chose qui nous aide vraiment, ou en tout cas qui est plus créatif. Donc, ça veut dire que l'idée de se dire, je vais pouvoir utiliser ChatGPT et en fait, je vais écrire un bouquin, je vais me faire une collection de recettes, je vais ouvrir mon resto et je vais avoir une étoile comme Matane. Ça, c'est pas demain la veille que ça va arriver, en fait, parce que déjà, rien qu'au niveau de la créativité, au niveau des recettes, il y a vraiment tout un monde entre ce qui est possible aujourd'hui et ce que les chefs font aujourd'hui. Et puis après, il y a aussi toute la partie réalisation. Mais voilà, ça donne quand même, il faut se rendre compte que voilà, il y a 10 ans, sortir son téléphone et avoir des réponses comme ça, où l'algorithme comprend ce qu'il voit, c'est quand même très impressionnant, mais on voit les limites. Ouais. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, parce que je pense que le but, c'est pas de remplacer le super cuistot, mais en revanche, c'est éventuellement de se remettre un peu plus à cuisiner, tu vois, chaque soir. Et donc l'appli, non seulement elle essayait de répondre en disant, effectivement, comme tu as pris plein de photos, quand tu es au resto ou quoi, du coup, tu as dans ton téléphone des idées, donc ça peut répondre un peu à l'appli, je sais pas quoi faire. Comme là, tu l'as dit, tu sais pas quoi faire, si jamais tu as des choses dans ton frigo ou que tu prends une photo chez ton producteur ou quoi, d'un coup, ça peut te proposer des choses à faire. Donc ça, je trouve que c'est super à la maison. Et après, la deuxième question de je sais pas comment faire ou je sais pas faire, là, effectivement, la petite appli avec laquelle on travaillait, il y a aussi plein de solutions maintenant pour t'aider dans les gestes. Voilà, ils te prennent un peu par la main et pas te dire, voilà, c'est une recette où tu comprends pas un mot sur deux. Il y a des trucs un peu plus simples, une fois encore, pour faire à la maison. Et puis d'un coup, s'il y a un truc, blanchir, je sais pas quoi, tu sais pas faire, hop, tu cliques dessus, tu as une petite vidéo qui te montre ou comment découper. Enfin, et donc c'est bien, il y a plein d'outils aussi maintenant qui permettent de faire ça et donc qui doivent nous remettre un peu plus facilement à la cuisine. Et typiquement, voilà, donc il y a toute une énumération de petits outils qui peuvent être des chefs virtuels, des applications qui maintenant existent, sont disponibles, connaissent un certain succès ou non, mais peu importe si on s'attarde sur l'application créée en 2010 ou ces applications-là, il y a une évolution de ces applications-là et au fur et à mesure, la cuisine devient de plus en plus accessible grâce à l'IA et c'est aussi ça qu'il faut quand même retenir, c'est que voilà, il y a une accessibilité qui est plus simple. Dans les trends qu'il y a un peu aussi, qui sont intéressantes, qu'on verra je pense plutôt dans le futur, c'est que là on parle vraiment donc de logiciels, on parle de software, on parle de programmes qui sont intelligents, mais voilà, ça peut parler de recettes, ça peut montrer des vidéos, mais ça ne peut pas agir dans la vraie vie. Et pour agir dans la vraie vie, il faudrait des corps physiques pour le faire, donc des robots. Et donc sur ça, il y a pas mal de développement en ce moment. Et il faut savoir que la robotique connaît un certain essor en ce moment dans le monde de la recherche, qui va sûrement avoir des impacts dans les années à venir. Et donc du coup, je pense que pour la cuisine, ça va être aussi quelque chose où on verra des progrès. Vas-y Mathieu. Ouais, juste si je peux aussi faire encore une petite... c'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser au domaine de la, on va dire, computational cooking, on va dire, je me suis retrouvé dans un écosystème de chercheurs et donc avec des conférences et des workshops et sur l'aspect vraiment culinaire, cuisine, il y avait en gros que des Japonais. C'était vraiment, ils sont leaders mondiaux du truc, ils sont tout seuls dedans. Donc je me suis retrouvé vraiment dans ce qu'on appelle les workshops où on vient pour expliquer un peu ce que nous on fait. Et donc il y avait vraiment une équipe japonaise qui parlait, une équipe japonaise, puis une équipe japonaise, puis une équipe japonaise, Mathieu Corr, une équipe japonaise, toute la journée, quoi. C'était drôle et ils sont vraiment geeks à la fois, c'est pour ça que je rebondissais là, sur l'aspect évidemment cuisine, ça c'est sûr, mais aussi sur l'aspect robot. Donc effectivement, la cuisine équipée, les choses un peu interactives et tout dans la cuisine, ils adorent aussi. Voilà, et du coup, je profite pour placer l'anecdote qui correspond à cette slide-là. Mais que en fait, quand tu as commencé à faire de la recherche, en fait, ils cherchaient des jeux de données sur lesquels travailler. Comme les Japonais étaient très forts dans ce domaine, c'est eux qui faisaient les jeux de données les plus gros. Mais en fait, les jeux de données les plus gros, c'était des données avec que des soupes. Tu vois, donc en 300 000. 300 000 soupes, donc du coup, c'est aussi une manière de voir que globalement, c'est un sujet assez large et qui est dur à prendre par différents bouts. Et donc voilà,
tous ces avancements dans le monde de la recherche sont intéressants, mais une autre voie dont Raphaël va nous parler qui est aussi intéressante, je pense que c'est le food pairing, donc c'est l'art de pouvoir associer des saveurs les unes avec les autres. Raphaël, il est expert là-dedans et il s'intéresse beaucoup à ça. Nous, on s'est pas mal intéressé aussi à ça et c'est un problème de recherche très difficile qui en fait touche à beaucoup d'aspects comme la chimie, comme plein de trucs culturels. Et en fait, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontré avec Raphaël et il va pouvoir nous raconter un petit peu ce qu'il fait comme recherche là-dessus. Oui, merci beaucoup. Bonsoir. Je rebondis juste sur les petits robots, là, enfin les bras articulés, parce que c'est passionnant pour le côté répétabilité et pénibilité du travail. Parce qu'il y a un vrai problème dans les restaurants de trouver des emplois, en fait. Il y a 200 000 postes qui manquent dans les restaurants, parce qu'il y a un côté pénible. Et c'est vrai que le côté répétitif, et au contraire, grâce avec des robots, vous aurez des assiettes toutes les mêmes. Et le chef, lui, il peut passer son temps à créer et plus à s'emmerder, entre guillemets, excusez-moi l'expression, à faire 2-3 petites choses comme ça, 2-3 petits gestes. Donc ça peut être vraiment bien. Alors moi, je vais vous parler food pairing, effectivement, rapidement. Non mais, bah oui, non mais, il y a plein de choses. Quand vous dégustez, c'est pour des émotions. Effectivement, on parle de créativité de chef. Vous allez découvrir des chefs pour leurs univers, justement, le côté créatif, le côté artistique. Et puis, l'idée de se dire, c'est quoi le plat de demain? C'est quoi la texture de demain? C'est quoi les associations nouvelles pour avoir des nouvelles émotions? Sinon, on va toujours manger la même chose. Et donc, la cuisine, pardon, c'est une affaire de science, qu'on le veuille ou non. C'est des textures, c'est des températures, c'est des réactions de Maillard. Voilà. Donc, il y a plein de sciences dans la cuisine. Moi, c'est ce que je défends effectivement à l'université d'Orsay. Et dans l'aspect créativité, ce qui est intéressant, c'est de faire des analogies entre la physique qui existe et puis des fois le côté vous dégustez une pomme, en fait il y a des odeurs de pommes, il y a des goûts de pommes, on appelle ça il n'y a pas que les 4 goûts, les 4 saveurs, ça c'est très c'est stupide de parler que de 4 saveurs, il y a la 5e saveur umami, mais en fait il y a tout un continuum de saveurs. Et de la même façon qu'on décompose la lumière, on devra apprendre à décomposer les goûts et les saveurs. Et c'est là-dessus que se base le food pairing. Donc concrètement, alors ça va vous faire peur, mais c'est le chimiste qui parle, mais rassurez-vous. En fait, quand vous mangez une pomme, quand vous mangez du café, quand vous mangez une fraise, vous mangez au moins 400 molécules aromatiques. Et c'est toute la subtilité. Par exemple, la vanille, on peut dire c'est de la vanilline, mais la différence entre vanille Bourbon, vanille de Tahiti, vanille de Madagascar, ça se joue dans des dizaines de petites molécules qui sont là, en quantité très très petite. Et nous, en tant que chimistes, on est capable de décomposer un produit. Très concrètement, vous prenez de la cannelle, on est capable de faire la carte d'identité de la cannelle, si vous voulez. Donc on va décomposer tout ça, on va dire tiens, la cannelle, pourquoi ça goûte cannelle? Et puis on va trouver, alors chaque pic, je vous ai parlé des détails, même moi d'ailleurs je ne comprends pas tout, mais vous avez des molécules qui sont responsables, comme un code barre, si vous voulez. Et finalement, c'est des jeux de données, des data, justement. Vous parlez de jeux de données, pour un chimiste, ça c'est des vrais jeux de données. C'est très compliqué. Alors vous voyez par exemple le pic ici, qui est responsable vraiment de la cannelle, cinnamon aldéhyde, là. Et puis à côté, vous voyez un petit truc eugénol. Eugénol, c'est quoi? C'est ce que vous avez mangé dans le clou de girofle. Si vous faites la carte du clou de girofle, vous avez un grand pic eugénol. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous mangez ça, vous allez exciter des récepteurs. Et vous allez exciter le même récepteur parce que c'est la même molécule. C'est comme une clé, si vous voulez, la serrure. Et donc vous excitez il y a des aliments qui ont les mêmes molécules ensemble. Et donc c'est intéressant parce que du coup, le cerveau il est incapable de distinguer qui est qui. Et il va du coup dire accord parfait. Je vous fais ça très court. Donc c'est l'idée de mariage. Si les aliments ont plein de molécules communes, alors ça devrait bien s'accorder en bouche. Voilà l'idée. Et donc c'est vrai qu'il y a plein de recettes, justement. Cannelle, clou de girofle, dans le pain d'épices, dans le truc, il y a toute l'histoire en Inde, etc. Et ça fonctionne. Et donc à partir de là-dessus, on a dit, on va scanner tous les aliments et on va essayer d'identifier des saveurs et pas se limiter à 4 saveurs ou 5 saveurs, mais faire un espèce de panel. C'est limité à 15, mais on peut aller beaucoup plus loin parce qu'on est capable d'identifier les molécules de soufré. Oui, c'est ça qui donne le goût dans le chou-fleur, dans le brocoli, etc. L'iode, dans les algues, le côté lacté, le côté fleuri. Et vous voyez, on va décomposer comme ça, comme de la parfumerie. On a fait un bouquin là-dessus sur la parfumerie culinaire. Donc, à quoi ça sert tout ça? Du coup, ça peut permettre d'avoir un outil au service des chefs. Il prend pas, mais ça existe. Et on va dire, voilà, amuse-toi. Alors, quelques exemples un peu drôles. Par exemple, la cerise, si je vous dis cerise, il y a un côté sucré, évidemment, c'est quoi? C'est un fruit, donc oui, c'est sucré. Mais c'est un peu fleuri, un peu floral. Donc, vous voyez, on part comme ça sur des notes aromatiques. Il y a aussi ce fameux goût de noyau. Je ne sais pas si vous entendez, si vous cuisinez. On dit, est-ce qu'il faut mettre le noyau dans les clafoutis? Ah oui, ça donne plus de goût.
Bon, en fait, c'est pas vrai, mais on a mesuré ça. Mais bon, voilà, il paraît qu'il y a des goûts de noyau. Mais alors, c'est quoi le goût de noyau? C'est le même que vous allez retrouver dans l'abricot, que vous allez retrouver dans l'amande. C'est ce qu'on appelle coumarine. Et donc, c'est des molécules responsables qui nous excitent dans nos récepteurs et qui donnent ce goût coumarine. Donc, évidemment, si vous faites amande, abricot, ça marche. Bah, y a des tartes, amande, abricot, bah oui, ça marche. Vous voyez, donc c'est des choses comme ça. Et puis, on peut partir sur des notes un peu boisées, épicées. Et là, c'est vrai que la cerise, elle peut être utilisée avec du canard, avec du bœuf, côté un peu plus salé, un peu plus torréfié, avec du vin rouge, etc. Donc, vous voyez, en fait, plutôt que de prendre un aliment pour se dire, je mange une entité, je peux séparer cet aliment et proposer, enfin le chef, du coup, c'est lui qui propose, des voies pour explorer. Tenez, vous avez la cerise en 3 services. C'est des mots à la mode qu'on entend partout maintenant. Alors, vous avez 3 services, voilà, ok. Mais vous voyez, vous avez 3 aventures gustatives. C'est hyper intéressant, sinon vous mangez toujours le même truc. Donc voilà. On voit que les Japonais sont encore là. Hein. Si tu remets, Ouais. j'ai pu voir que les Japonais étaient encore là. J'ai un lien étroit avec le Japon, c'est pour ça. Mais vous voyez, il y a un lien avec la couleur qui est magnifique. Si on veut rester sur des analogies un peu science et couleur et art, par exemple, le lycopène dans la tomate, c'est ça qui est responsable de la couleur rouge. Bah, ce lycopène, il a aussi un goût, parce qu'il faut savoir que les pigments ont des saveurs. Donc il y a un lien entre couleur et saveur, et ça c'est absolument génial. Et donc c'est pour ça que quand vous mangez poivron rouge, pastèque, tout ça, vous mangez les mêmes molécules colorées qui donnent aussi les mêmes goûts. Un chef peut faire du coup une harmonie, un camailleux, un monochrome rouge. Il est sûr de ne pas se gourer, ça marchera en termes de saveur. Voilà. Pareil pour le jaune, plutôt sucré. Le vert par contre, c'est chlorophylle, un peu plus amer. Ça dépend après des produits évidemment. Un peu acide aussi, des fois c'est pas mûr, mais des fois c'est intéressant d'aller encore vers cet univers-là. Ben en fait, il y a toujours des chlorophylles, il n'y a pas une chlorophylle, il y a des chlorophylles. Mais c'est pour ça que si vous mettez par exemple une salade de tomates où vous mélangez toutes les couleurs, on dit c'est joli, mais finalement on ne comprend rien sur le palais. Enfin, je caricature un peu, hein. Mais il vaut mieux faire un monochrome vert, vous rajoutez juste un peu d'aneth, un jus de kiwi, un truc comme ça, et là vous dites, oh, il y a une fraîcheur dans ton plat. Bah, j'ai juste joué sur les couleurs et les molécules. Voilà, donc c'est un peu rigolo de regarder tout ça. Et puis, vous me coupez, hein, parce que je peux parler pendant 2 heures, mais, mais on aura faim avant. Couleur et saveur, bah là c'est pareil, vous voyez, asperges vertes, asperges jaunes, et puis il y a des poireaux, il y a plein de légumes comme ça, ils ont 2 couleurs. Est-ce qu'on doit continuer à cuire ces légumes de la même façon? C'est-à-dire dans la casserole, là je vais mettre la blette entière, le poireau entier. Peut-être qu'il y a 2 histoires parce qu'il y a 2 couleurs rigolotes. Et donc là, on a analysé les parties blanches, on a analysé les parties vertes. Parties vertes, on l'a dit tout à l'heure, c'est justement tout ce qui est chlorophylle, etc. Et bah, tout ça, toutes les parties vertes, ça marche très bien avec cardamome, pomme verte, kiwi, yuzu. Vous voyez, une fraîcheur, une acidité, des chlorophylles. Et là, il y a des jolis plats à faire. Plutôt frais, plutôt salade. Et puis, vous voyez, crabe. Il y a des points communs entre le crabe, le wasabi, et puis l'asperge verte, par exemple. Ce n'était pas prédit, ça, forcément. Et c'est les molécules, c'est la chimie qui nous apprend ça. Et puis dans les autres bases de données, on apprend pareil, il y a des points communs entre framboise, litchi, huître, asperges blanches. Donc là, voilà, un jeu de données, c'est j'ouvre le frigo. Peut-être que Google, il peut, ou je sais pas qui, il peut intégrer ça en disant ah mais il y a aussi les molécules là-dedans. Finalement, on va pas regarder des images, on va regarder des listes de molécules et on pourrait proposer ça comme ça. Et donc du coup, à partir de là, on fait quoi? Eh ben, on contacte Obvious et puis ils nous disent eh ben, je vais vous faire des plats super. Donc, un plat, voilà, moi je leur ai proposé asperges blanches, nectarines rôties, vanille et truffes. Ça vient de ma liste de chimie. Hein. Moi, je suis pas chimie, je suis pas, lapsus, je suis pas cuisinier à la base. Peut-être pas chimiste non plus. Voilà. Donc, mais vous voyez, vous faites ça et puis vous dites ok, je prends un légume, un univers, une épice, ça devrait marcher. Maintenant, à toi de jouer. Alors le à toi de jouer. Bah, on fait le calcul, enfin ça c'est vous qui parlez mieux de ça. Mais voilà ce qui marche bien, asperges blanches, un peu rôties pour révéler des réactions de Maillard, enfin vous savez, tous les côtés un peu aromatiques. La truffe, très intéressant pour le côté justement ce qu'on appelle phénolique. Vous savez, un peu l'encre, l'odeur d'encre, bah, il y a les mêmes molécules dans la truffe. Donc vous voyez le côté un peu terreux aussi. Enfin on peut aller chercher comme ça dans des notes marrantes, et la vanille aussi. On peut faire ça. Et après, il faut dire au chef, vas-y, maintenant, amuse-toi, il faut que ça te parle. Mais vous voyez, on peut, voilà, mais le chef, lui, il peut prendre ça, et puis après, il va dire, bah, moi, c'est plutôt mon univers, riz grillé, je sais pas quoi. Enfin, c'est carte libre. Voilà des nouveaux jeux de données, comme amusez-vous. Et puis, au contraire, ça, c'est un plat chaud, on va dire, plutôt avec le côté rôti. Alors là, on va en parler juste. Ouais. Ok. Autre plat. Bah là, c'est plutôt entrée, ou là, on est plutôt sur des
truc très vraiment végétal dans le goût, un peu frais, un peu froid aussi, avec du poivre fumé, avec du wasabi, du basilic. Donc là, on a une fraîcheur. Voilà, ça peut. Ah, moi, ça, j'adore. Ça. Enfin, ouais. Donc. C'est validé. Non, je pense qu'en tataki, ça peut être intéressant. Bref, donc voilà des pistes. Donc voilà comment on s'amuse un petit peu avec ça. Donc voilà, je voulais vous présenter ça parce que la chimie, qu'on peut se dire, et c'est la force, je trouve, et merci encore pour cette invitation parce que ça permet, là, il n'y avait pas de point commun a priori. On se dit, c'est quoi le rapport entre un chimiste, un chef, je sais pas comment on peut... Un professeur. Ouais. Professeur de mathématiques. Ouais. Non, mais vous voyez, c'est ça qui est super des artistes. On se dit, finalement, voilà, la gastronomie, c'est plaisir, émotion. Ce que je disais, ce qu'a écrit apparemment Archestrate, ou disait, et ça a été transmis, mais moins 400 avant Jésus-Christ, la cuisine, plaisir, bien-être, santé. Et ça reste. Parce qu'en fait, on nous a fait croire qu'en 2000, on pourra manger des capsules, des trucs. On est capable aujourd'hui de vous faire un scan en direct, tout mesurer, vous dire, tiens, là, vous manquez de sucre, là, vous manquez de fer, là, vous manquez de machin. On peut vous donner ça, mais vous n'aurez aucun plaisir et aucun goût de vie. Et alors que là, c'est émotion. Et c'est ça, je pense, qui nous lie tous. En fait, c'est l'émotion, le partage. Et il se passe quelque chose de nouveau. Et donc, c'est intéressant. Enfin, voilà. Et donc, on œuvre tous, on espère, pour ça. Merci beaucoup, Raphaël. Voilà. C'était vraiment passionnant. Avec, vraiment un cadeau. Je pense que ça mérite des applaudissements, quand même. Moi, personnellement... En tout cas, moi personnellement, je trouve ce travail vraiment passionnant. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose dont on n'entend pas forcément tout le temps parler dans le paysage culinaire et qui est vraiment ultra passionnant et évidemment qui nous touche beaucoup. Ça fait peur aussi aux chefs. C'est-à-dire qu'il y a des chefs qui ont peur d'être remplacés par des robots, ce qui est débile. Mais il y a des chefs qui se disent, ah non, mais la chimie, non, moi c'est la cuisine traditionnelle, c'est pas la moléculaire. Et la moléculaire, c'est pas de la fumée, des trucs et des poudres de perlimpinpin. C'est aussi comprendre ce qui se passe. Ouais, mais ça a été caricaturé comme ça. C'est ça. Ouais. Parce que c'est les médias. Hein. Les médias, quand ils viennent au labo, ils veulent que je sois en blouse avec de la fumée. Bon, non, mais c'est vrai, mais c'est des images. Hein, donc, et donc, au contraire, la science est au service de la cuisine. Voilà. Mais comme l'a été Pasteur et compagnie. Et c'est ce qu'on a pu montrer du coup ensemble aussi sur l'exposition Banquet. Donc c'est une exposition qui a eu lieu en 2019 à la Cité des Sciences, qui a cartonné, il y avait 500 000 visiteurs, et qui ensuite a été reconduite à Lyon et qui est en ce moment à Montréal. Donc voilà, ça continue même 5 ans après, 6 ans après même. Et en fait, on a eu la chance, grâce à Raphaël, de participer à cette exposition-là, parce qu'il l'a co-organisée avec Thierry Marx. Et donc dans cette exposition, il y a plein de différentes expériences autour de la gastronomie, de la cuisine, de la science autour de la cuisine. Et nous, on a eu l'occasion donc, de faire l'expérience que vous voyez à droite, dans laquelle, en fait, on a généré tout un univers de visuels, et on a beaucoup joué sur la couleur. D'ailleurs, je me rends compte que maintenant, mais qu'on a joué sur le rouge, jaune et vert. Donc, en fait... Ouais. Donc en fait voilà, sûrement de fruits de toutes ces discussions et en fait voilà, on avait développé à l'Expoc une expérience dans laquelle on pouvait déterminer un endroit, enfin faire sa propre création à partir d'un visuel, puis avoir une recette qui est générée pour ce visuel là, et ensuite d'avoir la recette qui est imprimée, etc. Et donc du coup voilà, c'est une exposition, c'est une installation qui est disponible encore ici grâce à Thibaut Frère qui est dans la salle, avec qui on a pu travailler sur ce sujet-là ensemble et qui a réussi à ressortir l'expérience et que vous pouvez l'utiliser aujourd'hui. Donc bravo à lui aussi là-dessus. Et donc aujourd'hui, en fait, donc ça a été un peu la démonstration au grand public de cette expérience où on avait fait de la génération visuelle et des recettes. Sauf que le paroxysme de cette expérience-là, c'était avec Matane, du coup. Et avec Matane, du coup, on est allé plus loin que ça. On a fait une vraie expérience de dîner dans laquelle tous les plats avaient été générés par nous et les recettes avaient été inventées par Matane. Et donc, du coup, il va pouvoir nous parler de ça ainsi que de son univers culinaire. Alors, déjà, je veux parler un peu de la rencontre. Donc, il y a 4 ans, avec l'intermédiaire de Clément qui est là, de chez Barter, on me présente 3 gars un peu farfelus qui me parlent d'intelligence artificielle. À ce moment-là, moi, je suis un peu dans mon petit monde, dans ma cuisine. Enfin, je ne comprends pas trop de quoi on parle à ce moment-là. Et ils me présentent un projet. Sans trop savoir vers quoi on va ou on s'embarque, je dis go, on y va, on le fait, ça va être drôle. Et à ce moment-là, on détaille, on brainstorm, et en fait, il m'explique,
on va générer des images, on peut aussi générer des recettes. Et c'est à ce moment-là où je stoppe et je dis, faisons la moitié des choses qui sont possibles avec l'intelligence artificielle, générer les images, et je m'occupe du reste. Et à ce moment-là, il y a un amusement complètement dingue. Moi, j'ai eu énormément de plaisir à faire ça, même là, ce qui s'est passé après. C'est-à-dire que je pense que si c'est utilisé correctement comme un outil, ça peut carrément propulser la créativité et ça peut vraiment nous pousser plus qu'autre chose. Il ne faut pas que ça soit, quelque chose qui bride ou quelque chose qui dicte à 100%. Et c'est pour ça aussi, et c'est hyper intéressant ce que tu disais, c'est que les images qu'on a là, c'est des images qui datent un peu de 2018-2019. Mais en fait, ces images-là sont des images qui, moi, me plaisent personnellement, parce que c'est des images qui sont vachement pixelisées, vachement floues. Et ça veut dire, et là, en faisant par exemple l'exercice en temps réel avec les équipes, c'est là où on s'est rendu compte que chacun voyait les choses différemment. Et chacun, si moi je vois une langoustine, toi tu vois peut-être un poulpe, et il y a des perspectives, et enfin bref, les gens voient les choses différemment. Donc, et même en le faisant, en fait, dans la pratique, je me rends compte que l'image est devant mes équipes, et je leur dis, regardez, il y a une queue de l'apnée. Et en fait, ils ne la voient pas. Mais moi, je la vois. Donc bref, donc on va la faire. Et donc on est parti un peu dans ce délire complètement farfelu. On était en plein Covid, donc on avait pas mal de temps à brûler aussi. Et c'était donc dans mon ancien laboratoire éphémère, dans lequel on a créé cette expérience. Et tout ça il y a 4 ans. Et aujourd'hui, peut-être qu'on va remettre ça à l'heure du jour. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? C'est cette histoire de partager avec tes équipes une vision et d'essayer d'interpréter. Moi, ce que je me souviens, il y a un truc qui m'avait fait grave réagir quand on avait parlé, c'est aussi du fait de changer le processus gustatif et de partir, au lieu de partir des associations, de partir du visuel. Et là, trouver les associations, c'était ce que tu me disais, c'est que c'était un autre type d'exercice pour un chef. En fait, c'est inverser ce qu'on ferait d'habitude. D'habitude, on partirait d'un produit brut qu'on vient condimenter, qu'on vient allier avec du végétal, avec un condiment, avec des sauces. Et après, on réfléchirait un petit peu à l'aspect visuel, tout ça. Déjà, j'ai toujours cru, même avant que la science le dise, au côté palette de couleurs, ça parle, ça se connecte, ça a du sens. Et je pense que nous, les chefs, instinctivement, enfin, j'ai 32 ans, mais on le voit avec le temps qu'une asperge et un petit pois, bah, ça a du sens. Une asperge, un petit pois et de la menthe, enfin, ça paraît obvious. Voilà. Et donc, effectivement, la science le prouve. Et c'est marrant d'inverser un petit peu le rôle. Et moi, personnellement, il y a un côté vachement amusant dans le côté farfelu, un peu créatif. Et c'est vraiment de l'amusement pur que de partir dans ce sens-là. Et alors, pour rebondir sur ce que tu disais à propos de la génération et pour répondre à Mathieu après, donc en fait en 2018, les algorithmes qui existent, il n'y a pas Midjourney et les algorithmes qui sont maintenant capables de faire du photoréalisme, c'est-à-dire que vous connaissez aujourd'hui, ils n'existent pas. Et donc en 2018, les algorithmes qu'on utilise, c'est des Generative Adversarial Networks, c'est les algorithmes pour lesquels on a été le plus connu pour utiliser, c'est avec cet algorithme-là qu'on a vendu la toile qui s'appelle Edmond Bellamy. Et donc ces algorithmes-là, ils avaient des limitations. C'est exactement les visuels que vous voyez. C'est-à-dire qu'il fallait des dizaines de milliers d'exemples pour que l'algorithme comprenne les règles en commun des différentes images et puis qu'il puisse en recréer. Et il n'avait pas la capacité de faire ce photoréalisme-là. Et donc déjà, nous, on se rendait compte en 2018 que, en fait, quand on discutait avec Matane, quand on discutait avec les gens de ce milieu de la gastronomie qui nous disaient bah, c'est intéressant, ce qui était intéressant, c'est l'interprétation. Et cette interprétation, bah, en fait, c'est le sel de toute cette expérience. C'est où est-ce qu'on met le niveau d'interprétation. C'est-à-dire que pour quelqu'un chez soi, il n'a peut-être pas envie d'interpréter. Il veut peut-être, dans le cas d'une application comme celle que Mathieu a prodiguée, avoir du photoréalisme. Dans le cas où vous avez un chef gastronomique, bah lui, ce qu'il veut, c'est de pouvoir interpréter, jouer avec la machine, etc. Et en fait, ce niveau d'interactivité humain-machine, bah en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir où est-ce qu'on le règle, pourquoi est-ce qu'on le règle et comment est-ce qu'on le règle. Et donc, finalement, aujourd'hui, quand on s'est dit qu'on va générer, en fait, on s'est retrouvé face à des algorithmes qui généraient
comme ça des trucs parfaits. Et très vite, en fait, c'est pas fun, quoi, parce que c'est clair, c'est direct, on sait ce que c'est. Et donc nous, en fait, on s'est dit, en fait, c'est pas cool. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a remonté les niveaux de version dans les algorithmes jusqu'à arriver au bon niveau de blurriness, on pourrait appeler ça comme ça, de flou, pour que justement il y ait ce flou artistique qui soit propre aux algorithmes qu'on aime tous, et que justement il y ait ce jeu d'interprétation avec Matane et avec le chef. T'as tout dit. Alors, donc du coup, l'idée c'est de refaire ce soir l'expérience qu'on a fait en dîner gastronomique. On va le faire d'une autre façon, mais c'était assez dingue quand même. On en a fait 2. C'était sur un vrai dîner assis à l'assiette. Et sur le dernier d'ailleurs, vous m'avez fait un coup un peu sur cette image-là, où en fait, cette dernière image, les invités avaient un espèce de joystick sur lequel ils pouvaient jouer en fait et bouger un petit peu l'image comme ça. Comme là, on voit sur cette image-là spécifique, je me rappelle, j'ai été traumatisé. Et en fait, les invités jouaient avec l'image, stoppaient l'image, et c'est à ce moment-là que moi, je devais réajuster des couleurs, des chromatiques, et le dressage, je devais le démarrer en direct. Donc il me fallait un plan B, comprendre la limite de la couleur vers là où on peut aller, et donc il stoppait l'image, et à ce moment-là, j'y allais, je dressais. Voilà, la petite goutte. Et donc ça, c'est le niveau maximum d'interactivité finalement. C'est comment est-ce que toi, on the go, tu peux réagir aux gens. Et ça, je trouve que c'est marrant et c'est ce que te permettent les algorithmes. Tu pourrais pas faire ça avec d'autres choses. Et donc, nous, notre travail en tant qu'artiste créateur avec ces algorithmes-là, c'est de bien les connaître pour pouvoir justement les mettre dans les mains de toi ou de ton audience et de pouvoir interroger les frontières finalement. Et donc ce soir, l'idée, c'est de faire un cocktail. Et alors là, tu vas nous parler de ce qui a été préparé. Alors, je vais faire comme le chimiste, je vais me lever. Donc, facile, une tartelette. Tout le monde voit la tartelette. Donc, on voit simplement un condiment cresson et ail des ours sur le côté. On voit moi, j'ai vu un petit morceau de saumon, une tartelette un petit peu cannelée, des petits condiments sur le côté. Et la question, c'est comment faire en sorte que ces condiments, d'une manière ou d'une autre, qui sont un peu presque en satellite de l'assiette, aient quand même du sens. Donc, d'ailleurs, quand vous y serez, vous les prendrez et vous les balancerez sur la tarte. Ça, c'est une parenthèse. Donc, une tartelette. Ici, moi, j'ai vu un espèce encore une fois, l'idée, c'est que chacun d'entre vous voit les choses un peu différemment. Ici, j'ai vu un espèce de blinis avec de la langoustine, des œufs de truite, un espèce de tarama un petit peu blanc ici, de langoustine, et tout un travail un peu autour d'une palette, autour du orange. Donc là, on a travaillé le kumquat. Ici, un foie gras, hyper simple. Ça se voit, non ? Donc un foie gras où on a travaillé vraiment une superposition de petites sphères finalement, dans lequel on a... l'idée, c'est que tout ce qu'on vous montre là, c'est que ça soit bon aussi. Voilà, c'est sympa de faire beau, mais il faut que ça soit bon aussi. Ici, on voit un labné. Ça, c'est la queue que personne ne voit. C'est-à-dire que moi, je vois une quenelle, et là, je vois un petit tiret en plus. Donc là, on passe déjà à une partie dessert. Ici, on a vu un espèce de maquis de poireaux. Maquis de poireaux, il est facile, là, hein, avec une feuille de nori à l'extérieur, un caramel de verre de poireaux, un condiment de citron confit, un crumble assez neutre, une émulsion au lait de noisette et une petite herbe juste au-dessus. Et là, celui-là, il paraît hyper simple, mais il a été très très dur. Donc là, on a travaillé vraiment un travail un blanc mangé d'un côté et une guimauve de l'autre, condiment d'orange orange sanguine, safran, un pamplemousse semi-déshydraté. Ça n'existe pas, semi-déshydraté, mais on l'a inventé. Et un petit condiment de halva aussi sur le côté. Enfin bref, je pense qu'en décrivant, ça donne peut-être plus de sens. Mais la question, c'est quand on a de l'image pour la première fois devant nous, qu'est-ce que ça nous évoque, quoi ? Je me rassois.
Alors, je crois qu'on a fait le tour. On va peut-être poser des questions dans la salle. Je vais quand même terminer par vous remercier tous les trois. La vidéo du dîner aussi. Et Faut montrer voilà. la vidéo du dîner aussi. Ouais, bah, je la montrais pendant que tu parlais. Ah, tu l'as montré? Ouais, elle était en fond. J'ai pas vu. On avait ton. Je l'adore. Et non, donc bien évidemment, nous, on va essayer de reproduire cette expérience dans ton restaurant dans les prochains mois. L'idée, c'est de réussir à l'apporter chez Nome. On verra à quelle fréquence et on verra comment on le fera. On a cette volonté de refaire. On vous tiendra au courant si ça vous intéresse de venir chez Matane dans son restaurant pour faire cette expérience. Ce sera avec plaisir. Je pense que c'est un exercice vachement créatif et vachement cérébral. Et pour moi, c'est important de pas trop le faire. Non, mais genre l'idée, c'est de le faire, mais de le faire bien et genre en fait, c'est un dîner de grande occasion. Mais c'est vrai qu'à la fin de cet exercice, le cerveau il déconnecte complètement parce que c'est surtout sur les dîners là qu'on a fait, c'était vachement fou. C'est-à-dire que tu commences le truc, t'es dans un état de transe, tu te prends pour un artiste farfelu, et à la fin, t'es en mode ouais. Ce que j'aime dans ton discours, c'est que on sent que le centre de toute cette création, c'est toi, tu vois. Et non, mais c'est généralement le truc que les gens plaquent et ont peur autour de l'intelligence artificielle, tu vois. On a essayé d'éviter de parler de remplacement de chef ce soir parce que c'est pas notre message de manière générale et on espère que ce que vous avez commencé à saisir dans cette idée, c'est toujours la même chose, c'est ce qu'on défend dans notre travail artistique et dans nos autres projets. C'est que en fait, ces algorithmes-là, ils permettent aussi de remettre l'humain au centre, de faire des nouvelles choses qui n'étaient pas possibles avant. Et c'est ça qu'il faut aller explorer plutôt que de se dire, vas-y, en fait, comment est-ce que je peux remplacer un tel ou un tel pour des gains de productivité. Donc, je remercie tous les trois. Je remercie toute notre team, en particulier Zoé qui a tout organisé ce soir. Donc, un tonnerre d'applaudissements. Je remercie Arnaud et le Théâtre de l'IA de nous accueillir. Et puis, je crois que j'ai fait le tour des remerciements. Et on va pouvoir poser des questions. Est-ce que vous avez des questions? Je vais faire passer un micro. Pas de questions? Ah, une question. Et bonsoir, merci pour la presse. Moi, j'ai une question concernant ces 6 recettes-là. Comment est-ce que vous avez mis le curseur? Comment est-ce que vous les avez définies? À quel moment est-ce que vous avez dit c'est cette image-là sur laquelle on va partir? Et pourquoi celle-là et pourquoi ces 6-là et pas d'autres? Alors, le brief, il était clair, on devait faire des bouchées. Donc, en gros, déjà, dans ton prompt engineering, tu dois trouver un moyen de faire juste des bouchées petites, centrales au milieu de l'assiette. Donc, ça, c'était la première partie du cahier des charges. La seconde partie du cahier des charges, en fait, c'est un échange. C'est exactement comme on fait avec nos œuvres. On génère beaucoup, on essaye de trouver une sorte de cohérence entre elles. Après, on retourne voir le chef, on lui demande qu'est-ce que tu en penses. Généralement, il va nous redonner des pistes. Celle-là, j'aime bien. Celle-là, j'aime pas. Celle-là, elle m'inspire, etc. Donc nous, on revient et on généralise l'approche pour essayer de lui donner plus de choix. On en a envoyé combien au final? Une trentaine, je crois? Non, moins que ça. Moins que ça? Non, Donc il devait y en avoir une Je pense trentaine. qu'il y en avait une dizaine. Non, Zoé? 16. 16. Bon, ça, faut toujours un peu diminuer. Voilà. Bon, il y en avait 16 et on en a gardé 6. Voilà. Et donc nous, on fait aussi cet entonnoir-là de notre côté de la même manière quand on fait notre création. Et puis en fait, c'est ça, c'est des itérations. C'est-à-dire, toi, les choix de la génération de la machine, collectivement, on se rassemble autour de la création. Est-ce qu'on trouve ça cool? Est-ce qu'on trouve que, d'abord, dans notre filtre, il y a quelque chose d'intéressant et de nouveau visuellement? Est-ce qu'on pourra faire de la bi-interprétation? Par exemple, un truc qu'on avait voulu faire avec Matane et qu'on n'avait pas réussi à faire, c'était de faire le même plat en entrée et en dessert. Parce qu'en fait, vous pouvez faire ça et ce serait marrant d'interpréter différemment. Donc, c'est ce genre de questions qu'on essaie de se poser. Ouais. Et Matane, il avait que l'image ou il avait le prompt? Non, que l'image. Et le prompt, il a quelque chose à voir avec les mots à la fin qu'il a mis sur le... Non, on n'a pas spécifié de choses. En fait, l'idée, c'est qu'on a été généraliste pour ne pas avoir des associations au préalable, parce que sinon, ça cassait un peu le jeu. Mais encore une fois, ça montre que c'est encore une autre possibilité et que si jamais ça a du sens de faire ça, on peut le faire. Ce qu'on est persuadé, nous aussi, c'est qu'un jour, on va pouvoir
prendre les algorithmes de food pairing de l'univers de Raphaël, les mettre là et avoir comme consigne, ok, pêche. Et en fait, fais-moi quelque chose avec de la pêche. Et après, il va nous générer des trucs en prenant en compte les associations des algorithmes de food pairing. Donc c'est toute l'idée. Merci pour la présentation. Je voulais savoir, j'étais en train de me dire, est-ce que vous avez prévu de faire avec un côté musical? Parce que, enfin, quand l'algorithme musical avec des plats, quoi. Parce que ça peut être intéressant avec comme ça joue avec l'effet du dégustatif et avec le sens de la musique, ça fait quelque chose complètement explosif, quoi. Je sais pas si... Alors moi ça personnellement, ça m'entraîne, j'aime beaucoup. Je pense que ça te met un peu en état de folie, quoi. Oui, oui, bien sûr. Quand tu es dans la création, bien sûr, c'est hyper important. Alors, la musique, c'est intéressant d'en parler, mais déjà, je pense que moi, en tant que chef restaurateur, je pense que sur les aspects pairing, il y a beaucoup de choses à faire aussi sur créer un plat généré à partir d'IA, enfin, créer un visuel à partir d'IA. Évidemment, on peut aussi créer les food pairing à partir de l'IA. Et derrière, on pourrait presque aussi intégrer le wine pairing ou le cocktail pairing qui irait avec ça. Je réponds pas du tout à la question, en gros. Non, par contre, sur le côté musique, il y a un côté hyper intéressant sur l'expérientiel. Il y a eu des études qui ont été menées. Il y a Stone Blumenthal à Londres qui fait écouter des bruits de mer, des bruits d'océan quand les gens dégustent des huîtres, par exemple. Et là, les gens disent « Ah, mais c'est incroyable ce goût d'huître, ce goût iodé ». Et donc, il y a des goûts qui apparaissent un peu plus forts. Aussi, quand on entend des bruits de verre, là aussi, en neurosciences, par exemple, c'est un monde qui est fascinant aussi à regarder. Et le côté croustillant semble être évidemment exacerbé. Et on a tous pris l'avion, et je ne sais pas si vous remarquez, mais dans les avions, la boisson la plus consommée, c'est le jus de tomate. Voilà. Ils en vendent des tonnes. Et la question, c'est pourquoi? Il y a un chercheur qui s'est penché là-dessus. Et en fait, dans un avion, vous êtes quand même dans un milieu un peu confiné, sous pression, avec une lumière qui n'est pas forcément habituelle, un peu comme celle-là, et surtout un son, un bruit de fond continu. Et il se trouve que nos récepteurs sont plus sensibles, du coup, dans ce milieu-là comprimé, aux saveurs umami et salées. Et la tomate répond justement à cette fameuse saveur umami qu'on va retrouver dans la sauce soja, dans les champignons et tout ça, et au sel. C'est pas un hasard. Et on a eu la chance de travailler pour Thomas Pesquet et puis l'ISS aussi à Orsay. Et là, c'est pareil, on a rencontré pas mal d'astronautes qui nous ont dit, bah oui, il va falloir changer les saveurs de vos plats parce que nous, dans ce milieu confiné, on n'a pas du tout les mêmes sensations gustatives. Donc c'est hyper marrant de jouer là-dessus. Donc on peut faire des analogies après les notes, enfin bon, tout un tas de jeux comme ça, mais je pense qu'il y a encore des choses à faire dans le côté expérientiel culinaire. Merci beaucoup, c'était très intéressant. J'avais une question parce que j'ai l'impression que ce que vous avez fait avec le chef, c'était un peu une expérience, un one-shot. Est-ce que vous avez vocation à peut-être développer un outil pour aider plus, on va dire, au quotidien et dans peut-être les difficultés quotidiennes des chefs ou des choses comme ça, ou ça reste vraiment pour un événement particulier, un petit peu, votre expérience? Alors pas vraiment. En fait, nous, notre travail, c'est un peu d'explorer les frontières de ces algorithmes et de la créativité et des choses qu'on peut faire. Notre travail, c'est pas de faire des outils, d'être une entreprise, une start-up, etc. Nous, l'objectif, c'est vraiment de faire des choses un peu marrantes. Cette expérience, on pourra peut-être un jour la revendre, la faire pour des corporates, etc. Mais nous, l'objectif, c'est pas... Excusez-moi, c'est un peu ridicule. L'objectif, c'est pas de faire... en gros, une start-up de la gastronomie. Il y a des gens qui feront bien ça avec des outils, des soutiens financiers. Enfin, voilà quoi. C'est pas vraiment notre rôle. Par contre, faire des expériences, montrer que c'est possible, montrer que c'est pas tout noir en mode on va remplacer les chefs. Ça, c'est notre travail d'artiste de le faire par ce genre de projet. Et donc, c'est un peu notre vocation. L'idée, c'est effectivement de faire quelques dîners expérientiels, reprendre ce côté qu'on a pu faire dans le passé de dîners expérientiels. Et je pense qu'au-delà de ça, les images qui sont générées
dans des vraies assiettes et qui sont différents un peu. Et il y a plus de détails finalement quand on demande à l'intelligence artificielle de faire des vraies assiettes. Ça peut partir un peu ça ressemble un peu plus à ça d'ailleurs, où on a plus de choses, plus de détails, que là on a vraiment des choses plus centrées. Donc l'idée c'est effectivement de pouvoir, de le faire en collaboration avec Obvious, de créer des dîners expérientiels dans mon resto. Donc il suffit juste d'installer un rétroprojecteur, et faire montrer le plat qui va arriver, qui lui a été généré par l'IA. Et après, le plat arrive. Une dernière question, ou alors est-ce qu'on va goûter les fantastiques créations de Matane? Allez, on y va. Merci encore à tous.